Tous les éleveurs de chevaux nourrissent naturellement l'espoir que leurs poulains héritent des capacités physiques et de la bonne conformation morphologique de leur géniteur. Le génotype de chaque poulain, autrement dit son information génétique, est unique et lui est propre. Il est dû cependant en grande partie au hasard. Il peut pourtant parfois arriver que des caractères inscrits dans le génotype d'un poulain et donc transmis par le père ou la mère ne se manifestent que partiellement, voire pas du tout. Lorsque l'on déplace une jument, modifiant ainsi son environnement, les conditions de ce nouveau milieu peuvent influer sur le phénotype du poulain, de manière positive ou négative. Dans les zones montagneuses, les jeunes poulains grimpent les sentiers escarpés aux côtés de leur mère et descendent dans les vallées pour trouver des pâturages plus riches. Ce mode de vie stimule leur développement musculaire et tendineux. Les poulains qui vivent dans un milieu montagneux se révèlent ainsi être plus résistants que ceux qui grandissent dans les plaines, et ce, sans faire d'efforts particuliers. Il est important de ne pas faire porter de charge au poulain avant l'ossification complète de son cartilage de croissance. Il faut aussi veiller à ce qu'il n'engraisse pas trop au printemps, vers l'âge de 18 mois. En effet, l'excès de gras peut favoriser le développement de maladies orthopédiques de croissance et d'inflammations osseuses, la structure osseuse du poulain n'étant pas encore prête à recevoir un surpoids. Les changements climatiques, de plus en plus fréquents de nos jours, sont eux aussi problématiques. Lorsqu'un poulain est confronté à une situation de sécheresse et donc à un sol de plus en plus dur, il souffre, car ses sabots ne présentent pas encore l'élasticité et la solidité suffisantes pour permettre un amortissement parfait. Dans ce cas-là, il n'est donc pas surprenant de voir le sabot se fendre ou se fissurer, ce qui nuit fortement à la locomotion du poulain. Les terrains trop secs et trop durs ont un fort effet abrasif et entraînent une usure précoce de la sole, ainsi que de la fourchette du sabot. En outre, la sécheresse a aussi pour effet de réduire les stocks de fourrage. Les animaux s'affaiblissent, tandis que les plantes et les arbustes perdent leurs feuilles. Or, c'est dans la structure des feuilles et dans les tiges des plantes que se trouvent les protéines dont les jeunes chevaux ont besoin pour leur croissance. Lorsqu'elles viennent à manquer, la croissance osseuse du poulain est freinée. Les inondations ont également un effet néfaste sur les conditions de vie du cheval. En effet, l'excès d'eau détrempe les prés et les pâturages, qui perdent l'essentiel de leur qualité nutritive. Les sabots souffrent de l'humidité et s'affaiblissent, entraînant l'apparition de douleurs et d'affections. Quand un poulain boite, l'orientation des membres ne tarde pas à en souffrir. Autrement dit, les aplombs deviennent vite irréguliers. Les douleurs poussent le cheval à décharger tout son poids sur le ou les membres encore sains, ce qui finit par affecter leurs articulations et leur structure, ainsi que leur élasticité. Il est important de préciser qu'il existe une grande différence entre un poulain élevé au box et un poulain élevé en liberté. La possibilité offerte à un jeune cheval de se déplacer librement favorise grandement le développement de ses muscles et de ses tendons. En revanche, un poulain dont les mouvements sont limités par un espace de liberté réduit se révèle généralement moins tonique. Les régions ou les zones dépourvues d'insectes sont les plus propices à l'élevage des chevaux. Les mouches, les taons et les moustiques causent une vraie souffrance et rendent les chevaux nerveux, puisqu'ils les empêchent de dormir et de se reposer correctement. Les chevaux les plus exposés sont ceux à sang chaud ou dont la peau est particulièrement fine. Le développement du poulain est également conditionné par sa vie sociale, autrement dit par la présence ou non d'autres poulains du même âge à ses côtés pendant sa croissance. En effet, le caractère d'un poulain s'affirme et se construit grâce au jeu et à l'interaction avec ses congénères. Une course-poursuite, une ruade ou un simulacre de combat permettent au poulain d'exprimer sa vitalité et de développer ses instincts naturels. En revanche, un poulain qui vit et grandit seul, que ce soit au box ou au pré,
et plus facilement sujet à des troubles du comportement. Les chevaux à robe sombre souffrent particulièrement de la chaleur car ils ont tendance à attirer les rayons du soleil. Les chevaux à robe claire apprécient la chaleur et souffrent donc de l'absence de soleil dans des climats froids. Lorsqu'un poulain est élevé dans une zone plantée d'arbres et d'arbustes, il s'habitue à franchir les troncs et les branches au sol. Cela peut ensuite lui être très utile lors d'épreuves de saut d'obstacles. Les poulains élevés en ville ou dans une zone urbanisée sont habitués aux voitures. Ceux qui grandissent dans une région sableuse présentent une structure osseuse et des ligaments très solides. Enfin, n'oublions pas de rappeler l'importance de l'eau et de ses composants. À ce sujet, il est conseillé à tous les éleveurs de faire analyser l'eau qu'ils donnent à leurs chevaux, qui doit toujours être propre et tempérée. L'apport en minéraux et en oligo-éléments constitués par l'eau est absolument indispensable au cheval. Les éleveurs de chevaux doivent être bien conscients qu'il ne suffit pas de croiser un étalon et une jument, fussent-ils de toute beauté, pour obtenir un poulain parfait. La génétique, en effet, ne fait pas tout. Un élevage réussi exige de choisir un endroit et un climat adapté au poulain et de privilégier une alimentation de qualité. Des chevaux barbes, andalous et genêts d'Espagne furent emmenés dans les Caraïbes à partir du second voyage de Christophe Colomb en 1493. Utilisés par les conquistadors espagnols, ils se diffusèrent ensuite sur tout le continent américain à partir du XVIe siècle. Si beaucoup de ces chevaux espagnols se distinguaient par leurs allures latérales, autrement dit, posant les pieds par bipèdes latéraux, ils étaient aussi capables de se déplacer par bipèdes diagonaux, ce que font aujourd'hui la plupart des chevaux. Pendant des années, ces chevaux aux allures à la fois latérales et diagonales se sont donc croisés entre eux, sans aucune intervention humaine, avant de gagner l'ensemble du territoire américain. Se déplacer sur un terrain plat ou montagneux ne demande pas les mêmes efforts à un cheval, ni les mêmes capacités d'ailleurs. Les hommes se sont ainsi vite rendus compte que les chevaux qui se déplaçaient par bipèdes latéraux présentaient des allures beaucoup plus confortables que les autres, notamment en terrain montagneux. C'est ainsi que débuta la sélection de ces chevaux qui se déplaçaient en levant et en posant alternativement les deux pieds du même côté, antérieur et postérieur droit, puis antérieur et postérieur gauche. Cette allure, que l'on appelle communément l'amble, est naturelle chez certaines races de chevaux. Elle constitue donc un véritable signe de distinction, bien que l'amble soit la toute première allure des jeunes poulains, et ce, toutes races confondues. En effet, tous les chevaux, sans exception, présentent au moment de leur naissance une morphologie et une conformation un peu particulières, un petit corps sur de très longues jambes. Cela les oblige à se déplacer d'une manière tout aussi singulière, puisqu'ils doivent éviter de heurter le pied antérieur avec la pince du postérieur du même bipède. Voilà pourquoi ils amblent. Par la suite, ils grandissent et deviennent des galopeurs. Mais pendant une période assez longue, ils sont capables d'alterner les deux types d'allures, latérale et diagonale, en fonction du contexte ou de la vitesse qu'ils souhaitent atteindre. Lorsqu'une race est sélectionnée pour sa faculté à ambler, l'allure latérale prend alors progressivement le dessus sur l'allure diagonale pour ne plus disparaître. L'amble, qui est une allure à deux temps, peut aussi être rompu lorsque les bipèdes latéraux sont légèrement dissociés. Dans ce cas, l'allure passe à 4 temps. En analysant le mouvement à partir de l'arrière-main, en fixant par exemple le postérieur droit, on peut voir dans un premier temps ce postérieur droit se soulever. Le deuxième temps, quasiment simultané, démarre lorsque l'antérieur droit, donc du même côté, se soulève et se lance en avant. Le poids du corps repose alors sur les deux membres opposés, l'antérieur et le postérieur gauche. Le troisième temps, lui, commence lorsque le postérieur gauche se soulève, tandis que le postérieur droit se pose au sol. Enfin, le dernier temps de cet amble rompu, presque simultané avec le troisième temps, survient quand l'antérieur gauche se soulève et se lance en avant,
tandis que l'antérieur droit se pose au sol. Ainsi, les 2 pieds de chaque côté, ou bipèdes latéraux, touchent terre pratiquement en même temps, à intervalles réguliers, avec un temps de suspension entre chaque battue, et l'on entend distinctement 4 battues. Pour revenir à l'amble, chaque bipède latéral est strictement symétrique par rapport à l'autre, puisque le mouvement est identique. On qualifie de dominant le bipède qui avance, tandis que le bipède qui soutient le poids du cheval est dit d'appui. En revanche, dans l'amble rompu, il y a toujours un membre au sol, puisque les bipèdes latéraux ne sont plus parfaitement ensemble, les postérieurs étant légèrement en avance sur les antérieurs. Voilà d'ailleurs pourquoi cette allure est particulièrement confortable. Lorsque l'élévation des pieds par rapport au sol est faible, on parle d'allure rasante. Si elles sont considérées comme un défaut en équitation classique, elles sont appréciées dans d'autres disciplines pour leur efficacité, leur confort et leur économie. Il n'est pas rare que des galopeurs ou des trotteurs rompent à l'amble assez facilement au contact des rênes, comme si cela était naturel chez eux, avant de revenir à des allures diagonales dès que l'on relâche le contact. De manière générale, l'amble est fortement pénalisé par les juges, car considéré comme une dégradation de l'allure, notamment dans les épreuves de dressage. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un cheval trotte à l'amble correctement et avec une bonne impulsion, il est capable d'aller très vite, sans pour autant monter au galop. On parle dans ce cas d'amble volant. Les courses d'amble sont à ce propos très spectaculaires. Et l'amble reste encore aujourd'hui une allure très recherchée pour son confort dans certaines régions, en particulier montagneuses, où il s'avère tout simplement impossible de galoper. Le horseball est un sport collectif équestre relativement récent. Les catégories de jeunes de 6 à 14 ans, à savoir les moustiques, les poussins, les benjamins et les minimes, montent des chevaux ne dépassant pas 1,48 m au garrot, autrement dit des poneys. On parle donc dans ce cas-là de horseball poney. Chaque équipe est composée de 6 joueurs, dont 4 sont sur le terrain, les 2 autres étant remplaçants sur le bord de la touche. Le horseball consiste à s'approprier un ballon en le ramassant à terre, puis à marquer le plus grand nombre de buts par un système de passes dans des cerceaux ou paniers fixés à chaque extrémité du terrain. Le ballon de couleur claire est muni de 6 poignées de cuir permettant aux joueurs de le ramasser sans mettre pied à terre. La taille du ballon, allant de 2 à 4, varie selon les catégories d'âge. Les buts, autrement dit les cerceaux, doivent être fixés à 3,50 m du sol, à chaque extrémité du terrain pour les catégories juniors et seniors. Dans les catégories de jeunes, la hauteur du but varie de 2 à 3 mètres. Le terrain de jeu doit être rectangulaire. Il doit mesurer au minimum 60 mètres de long sur 20 de large et au maximum 75 mètres de long sur 30 de large. Sur chaque grand côté du terrain, des zones de sécurité sont réservées à la vacation des couples remplaçants, de l'entraîneur et des soigneurs. Des fanions indiquent la ligne du milieu, ainsi que les lignes de pénalité à 5, 10 et 15 mètres des buts. Un match de horseball se joue en 2 périodes de 10 minutes, séparées par une mi-temps de 3 minutes. Au début du match, l'équipe qui a l'avantage du tirage au sort doit ramasser au galop le ballon posé sur sa ligne des 10 mètres. Les catégories moustiques et poussins sont autorisées à engager au trot. L'équipe adverse, quant à elle, doit se tenir dans sa moitié de terrain et dans le sens du jeu. La défense peut démarrer dès que l'un des joueurs de l'équipe qui attaque dépasse le centre du terrain, dès que le ballon est lancé dans le sens contraire à l'action ou encore dès que le ballon tombe au sol. Une équipe doit effectuer au minimum 3 passes successives, et ce, entre au moins 3 joueurs différents, pour qu'un but puisse être marqué et accepté. Les passes se font indifféremment à 1 ou 2 mains et dans toutes les directions, sur le côté, en avant ou en arrière.
Le ballon ne peut pas être gardé plus de 10 secondes par un même joueur. Dans les catégories moustiques et poussins uniquement, l'arbitrage peut s'effectuer à pied. Les joueurs doivent obligatoirement rester à cheval pour ramasser le ballon. Le ramassage peut se faire de chaque côté du cheval et à toutes les allures, sauf à l'arrêt. Après avoir récupéré le ballon, le joueur doit tout de suite se remettre correctement en selle ou bien faire une passe rapide à un coéquipier. Il ne peut ensuite être attaqué par un adversaire qu'après s'être remis en selle ou bien s'il lance une nouvelle action de jeu. Priorité est donnée au joueur le plus proche du ballon et pouvant le ramasser sans gêner les adversaires. Si deux joueurs adverses se trouvent à la même distance du ballon, la priorité est donnée à celui qui est dans le sens du jeu ou qui est le plus proche du sens du jeu. Le marquage d'un adversaire n'est autorisé que dans le sens du jeu, c'est-à-dire dans le même sens que le porteur du ballon. En outre, les joueurs doivent respecter un angle de marquage inférieur à 45 degrés. Les fautes sont sanctionnées par des pénalités allant de P1 à P3, selon la nature de la faute. La pénalité numéro 1 sanctionne les fautes graves telles que la brutalité envers un cheval, le jeu dangereux ou encore les insultes en direction de l'arbitre. L'équipe adverse bénéficie alors d'un tir au but direct, exécuté cheval à l'arrêt sur la ligne des 5 mètres. La pénalité numéro 2 sanctionne plus particulièrement les fautes dans le jeu, telles que le non-respect de la priorité au ramassage, l'obstruction, le travers ou l'intimidation d'un adversaire. L'arbitre demande dans ce cas-là à l'équipe adverse de choisir entre un tir au but à l'arrêt depuis la ligne des 10 mètres et un coup franc depuis la ligne des 15 mètres. Il est également interdit de marquer un adversaire qui ne porte pas le ballon. Tous les joueurs, sans exception, peuvent subtiliser le ballon dans les mains de l'adversaire, et ce, avec une seule main. Durant la lutte que se livrent deux adversaires pour s'emparer du ballon, l'arrachage ne doit se faire qu'à la force d'une seule main, du bras et de l'assiette. De plus, les joueurs ne peuvent pas changer de main sur le ballon au cours de l'arrachage. Si aucun des deux joueurs ne parvient à s'emparer du ballon, l'arbitre accorde une pénalité, dans ce cas la pénalité numéro 3, en faveur de l'équipe qui défendait avant la tentative d'arrachage. Cette pénalité numéro 3 s'applique à toutes les fautes dites minimes. L'arbitre fait alors reprendre le jeu à l'avantage de l'équipe offensée, soit à l'endroit où la faute a été commise, soit sur la ligne médiane, dans l'axe de la faute. C'est naturellement l'équipe qui a marqué le plus de buts au coup de sifflet final de l'arbitre qui remporte le match. Lorsqu'on laisse volontairement un cheval pieds nus, estimant qu'il est inutile de le ferrer, il est essentiel de veiller à ce que les sabots soient correctement parés. Un parage régulier des pieds du cheval par le maréchal ferrant permet de limiter les risques de blessures et lui assure de bons aplands. La muraille, c'est-à-dire la couche cornée du sabot, croît à partir de la couronne. La muraille se divise en 4 régions: la pince, les mamelles, les quartiers et les talons. Juste au-dessus des talons, sur la face arrière du pied, se trouvent les glaumes. En soulevant le pied du cheval, on voit bien comment les glaumes prolongent les branches de la fourchette, laquelle est très souple et très élastique. Toujours sur la face interne du sabot, la ligne blanche constitue la zone qui sépare la sole de la muraille ou paroi. Les talons, quant à eux, sont séparés par le creux prolongeant la lacune médiane de la fourchette. Ils donnent une certaine flexibilité à la partie interne du sabot. 2 prolongements de la muraille, que l'on appelle les barres, partent des talons et se replient vers le bas. Elles ajoutent de la résistance aux talons et permettent de contrôler le mouvement de l'arrière du sabot. Les sabots présentent un mouvement d'ouverture et de fermeture des talons à chaque cycle d'appui au sol et de levée du pied. Avant de procéder au parage à proprement parler, il est important d'examiner les aplombs du cheval en mouvement, et ce, sous différents angles, de face,
de derrière et de profil. Le cheval que l'on aperçoit à l'image a tendance à ouvrir légèrement l'extrémité de ses antérieurs vers l'extérieur. Il marche aussi en envoyant légèrement ses postérieurs vers l'extérieur, en particulier le postérieur droit. Dans ce cas, les appuis se font surtout sur les quartiers externes, dont l'usure est donc plus rapide. Analyser les aplombs permet surtout de repérer d'éventuelles rotations des membres vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On commence d'abord par nettoyer le dessous des sabots à l'aide d'un cure-pied, en enlevant les restes de boue, de terre et les petits cailloux incrustés dans la fourchette. Avec une brosse métallique à poil doux, il faut ensuite curer et nettoyer la ligne blanche, les angles d'inflexion des sabots ainsi que les lacunes de la fourchette, autrement dit, la lacune médiane et les 2 lacunes latérales. Puis, avec une rainette ou couteau anglais, on égalise la sole en retirant les fragments qui s'émiettent, puis l'on nettoie la fourchette et ses lacunes, sans oublier le contour du sabot, délimité par la ligne blanche. On voit bien ici comment les talons et la muraille ont poussé en avant, provoquant une légère concavité au niveau de la pince du sabot. Cette concavité est plus évidente sur le pied antérieur gauche que sur le pied antérieur droit. L'instrument idéal pour égaliser la surface d'appui du sabot est une râpe. Chose importante, il faut toujours râper à partir du talon. Avec une pince à parer, on coupe donc l'excédent de corne, toujours en procédant du talon vers la pince du sabot. On utilise de nouveau la râpe pour le travail de finition, en se servant aussi bien du côté râpe que du côté lime, afin d'éliminer les bavures de la corne. Il faut veiller à bien arrondir le contour de la muraille du sabot de manière à ce qu'elle ne se fende pas jusqu'au prochain parage. On peut ensuite contrôler la concavité de la muraille en appuyant le pied du cheval sur un trépied de maréchalerie. Il faut corriger cela à l'aide de la râpe lime, en veillant cependant à ne pas trop insister pour ne pas enlever la partie la plus rigide de la couche cornée qui protège le pied du cheval. On achève le parage en finissant d'adoucir et d'égaliser la base du pied, sans laisser d'éclat. Le sabot est désormais bien arrondi, régulier et uniforme. Il faut ensuite veiller à ce que l'autre pied soit paré à la même longueur. En observant attentivement l'extérieur du pied postérieur droit, on peut remarquer que l'usure y est plus importante qu'à l'intérieur. La fourchette est une région très souple et très élastique. Il faut donc la toucher le moins possible. La râpe doit quant à elle être manipulée de manière à ne jamais entrer au contact avec la sole. Ici aussi, on peut noter une légère concavité qu'il faut corriger avec la râpe, sans oublier d'arrondir et d'adoucir la base du pied. Il vaut toujours mieux demander au cheval de donner son pied pour s'épargner des efforts inutiles ou une résistance de sa part. En effet, il est déconseillé de prendre directement le pied du cheval, au risque de s'exposer à une réaction brusque de sa part, notamment un coup de pied. Il faut commencer par toucher le cheval au niveau du garrot, ce qui va lui procurer une sensation de plaisir et le mettre en confiance. Le cheval va alors naturellement contrebalancer son poids sur les 3 autres membres posés au sol. Ensuite, sans cesser de le caresser, on descend lentement le long de la jambe, puis on lui demande de donner son pied. L'opération est généralement plus délicate avec les pieds postérieurs, car les chevaux sont plus sensibles au contact sur les membres postérieurs. On répète néanmoins le même geste en caressant le cheval à partir du garrot jusqu'au pied, qu'on lui demande ensuite de soulever. Il est également recommandé d'éviter de saisir le pied du cheval par le pâturon ou le canon, ce qui pourrait l'effrayer. Pour plus de sécurité, certains préfèrent maintenir sous leurs bras le jarret du cheval. En répétant l'opération, on voit bien que la longueur de la corne n'est pas la même sur les 2 sabots. On cure d'abord la sole, puis les talons. Puis on retire l'excroissance de corne avec la pince à parer légèrement inclinée, avant d'achever le parage avec la râpe, en contrôlant bien que les parois intérieures et extérieures du sabot soient gardées de la même longueur.
On arrondit et on adoucit ensuite le rebord de la muraille avec le côté lime de la râpe pour éviter la création de rugosité et empêcher l'éclatement de la corne. Une fois le parage achevé, il faut vérifier que les aplombs sont bien réguliers. Les défauts d'aplomb se sont maintenant estompés et sont beaucoup moins évidents à l'œil qu'avant le parage. Un contrôle régulier des pieds du cheval par le maréchal ferrant est essentiel. Il permet en effet de conserver l'équilibre des pieds et donc de maintenir le cheval en bonne santé. Et n'oublions pas, laisser un cheval pieds nus ne veut absolument pas dire négliger le soin de ses sabots. La toilette du cheval est essentielle pour son hygiène et permet de vérifier son état de santé ainsi que celui de sa peau. Le pelage des chevaux est recouvert d'une fine couche de graisse, le sébum, qui les protège de l'humidité. En effet, l'eau a tendance à glisser sur les poils. Il est donc préférable de ne pas laver les chevaux avec du savon trop souvent, pour ne pas éliminer ce sébum dont ils ont besoin. Dans tous les cas, la douche doit se faire par temps sec et ensoleillé. Pour les chevaux qui vivent au box, les choses sont un peu différentes. En effet, la poussière de la litière, qu'elle soit en copeaux de bois ou en paille, peut provoquer des démangeaisons particulièrement désagréables. Dans ces cas-là, il est conseillé d'augmenter la fréquence de nettoyage et de procéder à une douche complète afin d'éliminer toute la crasse. Voyons quels sont les éléments indispensables pour réaliser un pansage complet. Pendant les mois d'hiver, les poils sont plus longs et accumulent donc plus de saleté et de poussière que d'habitude. Pour éliminer ces saletés, il est conseillé de commencer le pansage avec une étrille métallique ou étrille américaine. Ces rangées de dents fines permettent d'enlever efficacement les restes de terre et de boue collés aux poils. Attention, l'étrille métallique ne doit être utilisée que sur les parties charnues du corps du cheval. Les zones sensibles, comme les membres ou la tête, doivent donc être évitées. Il faut passer l'étrille par friction circulaire pour soulever les poils et frotter la peau, et ainsi décoller la crasse. L'étrille doit être régulièrement tapotée pour la débarrasser de la poussière accumulée. Au printemps, les journées sont plus chaudes et stimulent le renouvellement des poils du cheval. Les poils d'hiver, longs et épais, laissent la place à des poils plus courts et plus fins, qui vont permettre au cheval de mieux supporter les chaleurs estivales. Il est recommandé en cette saison d'utiliser une étrille dentée en caoutchouc. Elle permet notamment de masser la peau du cheval tout en éliminant les poils morts qui tombent progressivement. Les dents de l'étrille étant très fines, elles stimulent le renouvellement des poils en activant la circulation sanguine. Le résultat est visible quelques jours seulement après l'opération. Un simple mouvement circulaire sur la peau du cheval suffit en effet pour constater l'amélioration de son état général. Lorsque le changement de poil est bien évident, il est préférable d'utiliser une étrille en caoutchouc classique. On utilise ensuite un bouchon, une brosse à poil dur qui élimine les saletés que l'étrille a décollées du poil. Puis vient la brosse douce qui achève d'ôter la poussière et lisse les poils. La brosse douce sert également à brosser la crinière et la queue. En revanche, lorsqu'on procède à une douche complète avec savon ou shampoing, on parle de pansage à l'anglaise. Ce nettoyage complet au jet doit s'effectuer de préférence en plein soleil pour ne pas que le cheval prenne froid. Après avoir mouillé le cheval avec un jet à faible pression, en évitant le ventre et l'intérieur des cuisses, il faut frotter par friction circulaire les zones mouillées avec une brosse humide ou une éponge, voire une étrille en plastique, que l'on trempe régulièrement dans un grand seau d'eau chaude dilué avec du shampoing. Il faut insister sur les parties les plus grasses, sans oublier les membres, et toujours procéder de haut en bas. Il faut laisser le shampoing agir quelques minutes avant de rincer le cheval. Les résidus savonneux doivent ensuite être éliminés soigneusement avec le jet d'eau en s'aidant, si nécessaire, de l'étrille en plastique. Certains shampoings contiennent des solvants. Il est donc très important de ne pas laisser de résidus sur la peau du cheval, car cela pourrait provoquer des allergies et des irritations de la peau. Enfin, pour essorer les poils sur les parties charnues après le rinçage,
on se sert traditionnellement d'un couteau de chaleur, une grande lame souple et non tranchante, munie d'une poignée à chaque extrémité. On racle donc les poils, en commençant toujours par l'avant et le haut, et en allant vers l'arrière et le bas, afin d'évacuer la plus grande partie de l'eau. Le séchage n'en sera que plus rapide. Il existe également des shampoings démêlants spécialement conçus pour laver la crinière et la queue du cheval et qui redonnent au crin une brillance éclatante. Pour démêler et brosser la crinière et la queue, il est recommandé d'utiliser une brosse à crin ou un peigne à grosses dents. Des dents trop fines peuvent arracher les crins et donc faire perdre du volume. Après un premier passage avec les grosses dents et une fois que les crins sont bien secs, on peut utiliser un peigne avec des dents plus fines pour achever le brossage et donner un fini plus agréable. Un cheval propre et bien pensé se distingue par sa beauté et son élégance, sans compter qu'une robe brillante et un crin soyeux sont un signe de bonne santé. Ne privons pas le cheval de ce plaisir qui est aussi le nôtre. Le rond de longe, une piste circulaire de 13 à 18 mètres de diamètre, offre une grande sécurité durant les premières étapes du dressage. La certitude de pouvoir contrôler le poulain se ressent à travers les rênes et le contact qui s'établit entre les mains et la bouche du cheval. Les arrêts, même improvisés, se font en douceur. Les courbes sont bien marquées, mais toujours rythmées, et les reculés assurent un bon contrôle de la monture. Dès que cette sensation se manifeste, il est temps de quitter le rond de longe pour faire travailler le cheval ailleurs, dans un espace plus vaste où il va jouir d'une plus grande liberté. On peut alors opter pour une carrière ou un manège, un grand espace rectangulaire, découvert ou non, mais entouré de barrières ou de pare-bottes. Il est préférable d'éviter la présence d'autres chevaux pour éviter toute distraction. Lorsqu'on monte, il faut contrôler le cheval en soutenant le licol avec la main gauche et tenir les rênes dans la main droite. Il vaut mieux contrôler le cheval avec le licol plutôt qu'avec le filet pour éviter d'exercer d'inutiles pressions sur les gencives du cheval et s'exposer ainsi à des réactions indésirables de sa part. Il faut soutenir le licol jusqu'à ce que le pied droit chausse correctement l'étrier, la main gauche récupérant alors le contrôle de la rêne intérieure. Les premiers mouvements doivent être exécutés en dessinant des cercles. Il faut aussi veiller à ne pas retenir le cheval en cas de réaction ou de situation inattendue. Il est plutôt conseillé dans ces cas-là de l'obliger à réduire le cercle à l'aide de la rêne intérieure. Pour contrôler le cheval, il est fondamental de contrôler avant tout sa tête. Il est plus simple de contrôler un cheval qui fléchit latéralement sa tête et son encolure qu'un cheval qui garde la tête droite. L'objectif est ici d'évoluer au pas sur toute la piste, le poulain bien relâché. Il faut aussi essayer de rester toujours à la même distance du pare-botte, 1 mètre environ, et toujours parallèle à celui-ci, sans couper exagérément les angles. Naturellement, le premier jour, cela risque d'être un peu difficile. Si l'on relâche les rênes pour détendre le cheval, ce dernier aura généralement tendance à changer de direction pour aller là où il se sent le plus à l'aise. À commencer par l'entrée de la carrière ou du manège, qui représente aussi pour lui une porte de sortie. Ainsi, plus le cheval va s'approcher de la sortie, plus les courbes et les lignes droites seront correctement exécutées, tandis qu'en s'éloignant de la sortie, elles auront tendance à se dégrader. Il n'est pas nécessaire cependant de corriger systématiquement le cheval, ce qui n'aurait d'autre effet que de le déstabiliser. Au cours du premier tour de piste, une légère pression sur la bouche du cheval a eu pour effet d'agrandir l'angle de la figure que l'on souhaitait réaliser. Peu importe, mais cela signifie qu'il va falloir s'adapter. Quoi qu'il en soit, ce qui compte avant tout, c'est l'intention du cheval. Attention,
Ne jamais corriger une erreur du cheval avec la rêne contraire ou rêne d'appui. Il risque de tourner encore plus, qui plus est dans le sens inverse. Au lieu de marcher en ligne droite, on peut par exemple choisir de lui faire des zigzags. Au cours des tours de piste suivants, la main intérieure doit se montrer plus légère et plus douce, tandis que la rêne extérieure sera plus ferme et plus énergique. Cela va permettre d'exercer un meilleur contrôle sur le cheval et de retrouver ainsi la bonne direction et le bon rythme. La Bruma, la jeune jument que l'on voit ici, s'adapte progressivement et s'améliore de tour en tour, puisqu'elle maintient la bonne direction. Elle marche désormais sur la piste, autrement dit, elle suit la piste extérieure, considérée comme la piste principale du manège. Quand elle dévie désormais, ce n'est que pour éviter notre caméra. Si quelque chose surprend ou effraie le cheval, mieux vaut alors lui faire exécuter un petit cercle, avec une seule rêne, plutôt que de le retenir en tendant les deux rênes. Cela doit devenir presque instinctif. Quand on perd le contrôle du cheval, le faire travailler sur un cercle sera plus efficace que de chercher à le retenir et à le freiner. Au troisième tour de piste, le cheval cède franchement aux aides, dont l'action doit rester fine et discrète, et maintient la direction. Après s'être bien détendu au pas, il est temps désormais de passer au trot en gardant le même objectif, c'est-à-dire maintenir le rythme et la direction en effectuant le moins de corrections possible. Le trot doit être enlevé, le corps du cavalier étant souple et bien équilibré de manière à mieux accompagner l'allure en s'enlevant un temps sur deux, c'est-à-dire en se soulevant au-dessus de la selle grâce à un appui sur les étriers. Il suffira ensuite de quelques tours de piste pour sentir que l'on peut s'asseoir dans la selle et monter au galop. Il faut toujours veiller à ne pas se pendre aux rênes pour retenir le cheval. Le contact avec la bouche du cheval doit être le plus léger possible. Notre jeune jument est finalement parvenue à marcher aux 3 allures, dans un nouvel environnement et sans céder à la panique. C'est de très bon augure pour la suite. L'endurance équestre est une épreuve particulièrement exigeante pour les chevaux, spécialement s'ils n'ont pas reçu un entraînement et une préparation adéquats. Malheureusement, il est déjà arrivé par le passé que des chevaux, soumis à des efforts trop importants et exposés surtout à l'incapacité de leur cavalier, succombent au terme d'une épreuve d'endurance. Il faut bien être conscient que la préparation d'un cheval à une telle discipline est tout à fait particulière. Elle nécessite plusieurs années d'entraînement, généralement 3 ou 4, soit presque l'équivalent de la durée moyenne de la croissance d'un cheval. L'âge constitue la toute première condition de la participation d'un cheval à une épreuve d'endurance. Ainsi, un cheval âgé de 3 ans, même déjà dressé et parfaitement discipliné, n'est pas encore apte à prendre part à une course d'endurance. Sa structure osseuse doit en effet encore se renforcer. Car si la croissance osseuse du cheval s'achève avec le temps, elle a besoin auparavant de se consolider, notamment à travers les nombreux chocs subis par les membres au moment des appuis au sol. Ce phénomène de répercussion des chocs s'appelle la concussion. Il s'agit d'une vibration provoquée dans chacun des 4 membres par son propre appui au sol. Cette vibration stimule le périoste, tissu recouvrant les os, à se consolider. On comprend donc bien que le renforcement de la structure osseuse chez le cheval prenne du temps. De plus, cela exige parallèlement une alimentation de qualité. De nombreux os chez le cheval ont ainsi besoin d'au moins 5 ans pour être bien consolidés, parfois presque 8 pour atteindre leur pleine maturité. C'est la même chose en ce qui concerne les tendons et les ligaments. Ils se renforcent et se consolident grâce à l'entraînement. Des articulations fortes et saines jouiront d'un meilleur équilibre et seront donc moins exposées aux luxations provoquées par un mouvement trop brusque ou par un excès de fatigue.
D'un point de vue strictement musculaire, il est conseillé pour l'endurance de ne pas choisir des chevaux avec une masse musculaire trop importante. En effet, les muscles ont besoin d'oxygène et d'énergie pour travailler, et c'est le cœur qui les leur livre. Plus il y a de muscles, plus le cœur est soumis à un effort conséquent. Les chevaux présentant une musculature peu volumineuse, longue et sèche, s'adaptent mieux aux exigences de cette discipline. Naturellement, il est essentiel d'apporter également le plus grand soin à la ferrure des chevaux d'endurance, aussi bien à l'entraînement qu'en course, où le caractère souvent abrasif des sols provoque une usure très importante de la corde des sabots. À ce propos, il faut demander au maréchal ferrant de ne pas procéder à un parage excessif avant de ferrer le cheval pour une course. Un parage trop court de la paroi et de la sole risque en effet de rendre le pied du cheval trop sensible. Pour préparer un cheval à l'épreuve d'endurance dans les meilleures conditions, il faut bien comprendre que la difficulté et l'intensité de l'entraînement sont directement proportionnelles à celles d'une course. Un cheval qui se prépare pour une course d'endurance de 90 ou 120 km doit s'entraîner 6 jours sur 7, avec un seul jour de repos. L'entraînement d'un cheval d'endurance doit avoir 2 objectifs. Développer bien sûr sa capacité physique, mais aussi un mental d'acier associé à un caractère calme. Concernant ce dernier point, si la qualité et le niveau du dressage sont essentiels, il faut aussi savoir mettre le cheval en confiance, en le familiarisant par exemple en douceur avec son équipement. Il est inutile d'entraîner et de travailler avec un cheval trop nerveux ou indiscipliné. En effet, un cheval tendu et qui oppose de surcroît une résistance à son cavalier brûle inutilement de l'énergie, ce qui risque fort de le pénaliser, notamment en fin de parcours. Quant à l'entraînement plus spécifique à l'endurance, il se déroule en général sur la base d'exercices et d'efforts équivalents à la moitié de la distance que le cheval est appelé à parcourir en compétition. Pour une course de 40 km, il faut ainsi travailler sur une distance de 20 km, tandis que pour une épreuve de 100 km, on entraînera le cheval sur 50 km. Cela permet de limiter le risque de blessures et de fractures, tout en développant l'endurance du cheval par des efforts réguliers et soutenus. Il est généralement recommandé de travailler par cycle. Un jour, on fait travailler le cheval au galop, avec du contact et en insistant sur le rassemblé, de manière à renforcer sa musculature et ses capacités anaérobies. Le jour suivant, on le fait travailler au galop moyen, sans contact, afin de développer le fonctionnement de son système cardiaque et pulmonaire, et donc ses capacités aérobies. Le troisième jour, on travaille au trot allongé pour augmenter son élasticité et réduire progressivement ses efforts. Cette séquence d'entraînement doit être répétée les jours suivants. Un bon entraîneur de chevaux d'endurance doit accorder une importance toute particulière à leur rythme cardiaque ainsi qu'à la perte d'électrolytes et contrôler régulièrement leur profil métabolique. L'endurance ne laisse rien au hasard. Une préparation rigoureuse, si elle est indispensable, constitue aussi le seul moyen pour le cheval d'exprimer au mieux ses capacités et son potentiel d'athlète. La victoire est à ce prix. Les chevaux, à l'instar des êtres humains, sont soit droitiers, soit gauchers. Cela signifie qu'ils ont une préférence pour un côté. Ainsi, si certains préfèrent galoper à droite, d'autres préfèrent galoper à gauche. En d'autres termes, ils sont latéralisés ou asymétriques, plus habiles et plus souples d'un côté que de l'autre. Ils se sentent aussi plus équilibrés sur leur côté fort que sur leur côté faible. En revanche, on parle d'un cheval droit ou équilibré lorsqu'il est capable de galoper à droite et à gauche avec la même aisance et le même équilibre. Les chevaux asymétriques ont, eux, beaucoup de mal à s'incurver indifféremment à droite comme à gauche et à rester bien droits sur leur trajectoire. Il est donc nécessaire de les redresser.
Pour mieux comprendre tout cela, on dit d'un cheval qu'il galope à droite lorsque son épaule et son postérieur droit sont légèrement plus avancés que son épaule et son postérieur gauche. Inversement, s'il galope à gauche, il avance plus fortement l'épaule et le postérieur gauche à chaque temps du galop. Cela est dû au fait que les chevaux, dans les courbes, s'inclinent légèrement du côté où ils tournent. Un cheval va ainsi adopter naturellement le galop à droite lorsqu'il est sur une courbe allant vers la droite. On dit que le cheval galope à juste ou sur le bon pied lorsqu'il galope à droite alors qu'il travaille piste à main droite et qu'il adopte le galop à gauche sur la piste à main gauche. Musique et le rythme du galop sont très caractéristiques. On distingue particulièrement le troisième temps. Tac-a-tac, tac-a-tac, tac-a-tac. Lorsqu'un cheval galope à droite, c'est en effet le troisième temps que l'on perçoit le plus distinctement, soit le posé de l'antérieur droit, qui supporte alors presque tout le poids du cheval. Si le cheval, étant à main droite dans une courbe à droite, galope à droite, posant donc au sol antérieur et postérieur droit devant, alors il galope à juste. Son galop sera plus ample, plus rapide et plus équilibré. Si au contraire, étant toujours à main droite sur une courbe à droite, il reste sur son galop gauche, posant au sol antérieur et postérieur gauche devant, alors il galope à faux ou sur le mauvais pied. Il doit s'incliner à droite, mais son poids se décharge sur son côté gauche, provoquant un déséquilibre. Il arrive parfois que le cheval n'ait pas le choix et soit obligé de galoper à faux, des douleurs ou des raideurs l'empêchant de solliciter l'un ou plusieurs de ses membres. Dans ce cas-là, il faut faire contrôler par un vétérinaire l'état de ses membres et de ses pieds, particulièrement celui ou ceux sur lesquels il refuse de s'appuyer. Il n'est pas rare en effet qu'à cause d'une lésion ou d'une blessure et de la douleur que celle-ci engendre, certains chevaux refusent de galoper d'un côté, celui-là même où ils sont censés décharger la plus grande partie de leur poids. Pour effectuer le redressement du cheval, on peut commencer par le faire travailler à la longe sur 2 pistes, dans un rond de longe et sur son côté fort. Si par exemple le cheval ne galope pas à gauche, il faut lui faire fléchir sa tête et son encolure sur la droite, en utilisant une rêne fixe à droite. Lorsque le cheval marche au pas en maintenant la flexion sans opposer de résistance, on peut le faire monter au trot. S'il s'exécute correctement au trot, alors il faut passer au galop. Dans cette position, le cheval va fléchir son encolure sur la droite. De ce fait, son épaule droite va rester un peu en arrière, tandis que l'épaule gauche va s'avancer. Lorsqu'il fléchit sa tête vers l'extérieur du rond de longe ou de la carrière, on voit bien que sa croupe s'incline vers l'intérieur, ce qui l'oblige à galoper de ce côté et donc à gauche. L'idéal est de faire travailler le cheval pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que l'on soit sûr qu'il parte au galop sur le bon pied, sans hésitation, sans cavalier et avec la rêne fixe. Le moment est alors venu de monter le cheval, en s'aidant d'une cravache et éventuellement d'éperon dans le cas d'un cheval avec très peu d'impulsion. En selle, on démarre également au pas en portant le cheval sur 2 pistes avec la rêne extérieure et en maintenant la main assez basse pour l'obliger à fléchir la tête et la nuque. On déplace l'arrière-main du cheval vers l'intérieur avec la jambe extérieure. Si l'on y parvient, il faut relâcher les rênes pour récompenser le cheval, puis recommencer. On répète ensuite l'exercice au trot. Dès que l'on sent que le cheval ne tire plus sur la rêne pour se redresser ou pour déplacer ses hanches vers l'extérieur, alors on lui demande de partir au galop. La tête du cheval vers l'extérieur, la jambe extérieure en arrière, la cravache du côté extérieur sur l'arrière-main, les hanches vers l'intérieur. Tout est réuni pour demander un départ au galop. Dans cette position, le cheval va reculer son épaule droite et avancer l'épaule gauche, et ainsi partir au galop sur le bon pied.
Il est important de faire partir le cheval au galop sans relâcher les rênes, car il pourrait redresser la tête et perdre cette position qui l'oblige à galoper à juste du bon côté. Mais si l'opération s'avère difficile, il est conseillé de laisser une rêne fixe, assez courte, du côté extérieur, ici le côté droit. Une paire de rênes peut faire l'affaire, mais la rêne fixe, elle, oblige le cheval à maintenir sa bonne position. Quand l'exercice se fait naturellement et facilement, on peut le répéter en redressant cette fois le cheval et en le laissant regarder vers l'intérieur du cercle, sans cesser toutefois de maintenir la pression de la jambe pour être sûr qu'il continue à galoper sur le bon pied. Lorsqu'un cheval galope à faux, cela est très souvent dû à un mauvais usage de la jambe de la part du cavalier. Il ne faut jamais oublier que c'est justement la jambe qui permet de transmettre les indications pour stimuler et entretenir le mouvement en avant du cheval. Un bon cavalier doit donc en faire un bon usage.